indique que d'autres personnes sont à ce stade portées disparues, tandis que de nombreuses habitations ont été détruites. Les fouilles se poursuivent, mais avec des moyens rudimentaires de recherche, il est évident que certains corps ne seront jamais retrouvés. 13 corps ont déjà été sortis des décombres et 4 blessés ont été identifiés. À la suite de ce drame survenu la nuit dernière, le chef de secteur Wanyanga a adressé mardi matin un message de condoléances aux habitants de la zone sinistrée. Dans son message, le docteur Akilima Libamoucho exprime ses condoléances aux familles éprouvées ainsi que sa profonde compassion à l'ensemble de la population de Borouti, durement éprouvée par cette catastrophe naturelle. Tête-à-tête hier entre le président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine dans les conflits sécuritaires dans l'est de la RDC, le président togolais Faure Gnassingbé. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Giscard Koussema et Romain Bouta nous en parlaient. Depuis le mois d'avril 2025, M. Faure Gnassingbé, président du Conseil du Togo, a été nommé médiateur principal de l'Union africaine pour la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est à ce titre qu'il a invité, ce lundi 12 janvier à Lomé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le médiateur africain était lui-même au pied de l'avion pour accueillir son hôte de marque dans une cérémonie empreinte de solennité. Seul à seul, le président Félix Tshisekedi et Faure Gnassingbé ont longuement discuté de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Conformément au mandat lui confié par l'Union africaine, le président du Conseil des ministres du Togo a abordé les questions sécuritaires, politiques et humanitaires du conflit armé dans le but de favoriser un retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le médiateur africain a certainement proposé quelques pistes de sortie de crise qui garantiraient à la fois la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, mais aussi le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La rencontre de Lomé intervient quelques semaines seulement après celle du 22 décembre à Kinshasa entre les deux hautes personnalités. L'RDC veut peser lourd lors des débats sur la transition énergétique qui se tiennent à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Ces sommets international qui réunit plus de 3500 décideurs venus de 150 pays du monde vise à transformer les engagements climatiques en actions concrètes. Et c'est la première ministre de l'RDC, Judith Suminwa, qui porte la voix de son pays à ces travaux. Plus de précisions avec Chimène Dondo et Emmanuela Commissaire. La transition écologique mondiale se joue aussi en Afrique et la RDC entend peser de tout son poids. À Abu Dhabi, la première ministre Judith Suminwa représente le chef de l'État au sommet mondial Abu Dhabi Sustainability Week, l'un des plus grands rendez-vous internationaux dédiés au développement durable. Plus de 3500 décideurs venus de 170 pays, chefs d'État, investisseurs, industriels et innovateurs sont réunis pour transformer les engagements climatiques en actions concrètes autour des énergies propres, de l'intelligence artificielle et du financement vert. Dans ce forum de haut niveau, Judith Suminwa porte la voix d'un pays solution. La RDC, avec ses forêts stratégiques, son immense potentiel hydroélectrique et ses minerais clés comme le cobalt et le cuivre, s'impose comme un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. La première ministre met également à profit ce déplacement pour séduire les investisseurs et renforcer le partenariat dans une dynamique d'ouverture au service des populations. Après Washington et Genève, Abu Dhabi confirme la nouvelle diplomatie économique congolaise. Investir en RDC, c'est investir dans un développement durable, partagé et tourné vers l'avenir. Le professeur des universités en deuil, il pleure un des leurs, le professeur Mathieu Abata Diabar, assassiné à son domicile à Lemba. Un culte d'action des grâces a été organisé en sa mémoire hier par la Poukine. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la ministre de l'Enseignement supérieur ont également assisté à ces cultes. Bobo Anan Mokonti nous en parlait.
Un cantique teinté d'émotion. De la douleur d'une rupture brutale, cette célébration revêt un caractère particulier, celle de saluer la mémoire du professeur Mathieu Abata, cet éminent enseignant de l'université de Kinshasa, assassiné la semaine dernière dans son domicile. Une scène qui a profondément ému la grande communauté universitaire. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, la ministre de l'ESU, qui n'ont pas fermé leurs yeux depuis que cet événement nous a frappés, ils ont été au four et au moulin. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur était à Kassangoulou. Il a tenu à venir compatir avec la communauté universitaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jekmen Tchabani, qui a tenu à honorer sa présence et rassurer de son implication pour une réponse urgente face à la recrudescence de l'insécurité sur les sites universitaires. Nous nous sommes retrouvés hier dimanche pour un échange avec la Pikine en présence de monsieur le recteur. Au niveau du ministère, nous en sommes sortis avec une orientation particulière pour le milieu universitaire. Et ici, je peux vous rassurer que tout ce qui a été dit et échangé hier est pris en charge et va être suivi. Pour l'événement malheureux, les enquêtes sont en cours. Et nous restons convaincus que nous allons mettre la main sur ces malfrats et qu'ils subiront la rigueur de la loi. Bien que les circonstances de son décès ne sont pas encore élucidées, les enquêtes en cours ont permis aux services de sécurité d'identifier un des suspects devenu la cible potentielle des individus mal intentionnés. Le renforcement de la sécurité sur le campus universitaire s'avère urgent en vue d'une intervention directe avant l'arrivée d'autres appuis. Autre titre annoncé à l'ouverture de ces journaux, lueur d'espoir pour le 1200 agents civils du ministère de la Défense exclus de la liste de paie depuis 2022. Ils seront bientôt rétablis. Face à leurs plaintes, le vice-premier ministre en charge de la Défense annonce l'examen individuel des dossiers et la mise en place d'une commission mixte pour faire la lumière sur ces dossiers. Sandra Nyang et Jeresto Funch nous en disent un peu plus. Ils étaient plus de milliers à avoir été rayés du fichier de la paye. Aujourd'hui, leur cri a été entendu. Ce mardi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a reçu une délégation syndicale du secrétariat général à la Défense, accompagnée de 300 agents civils concernés par la radiation. Une rencontre pleine d'espoir, marquée par des engagements forts pour restaurer les droits et la dignité de ces agents oubliés du système. En présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, le lieutenant-général Tchaligoun Zandourou Jacques, ainsi que du secrétaire général à la Défense, le général-major Lukukuila Metikuiza Marcel, les représentants de 1200 agents concernés issus des 13 directions du secrétariat général ont exposé leurs revendications au VPM de la Défense nationale. À l'écoute de leurs doléances, Maître Guy Kabombo Modianvita les a invités à présenter individuellement leur dossier. Il a annoncé la mise en place prochaine d'une commission mixte chargée de les examiner au cas par cas. Les agents radiés ont profité de cette rencontre pour remercier le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, pour avoir tenu sa promesse concernant le dégel de leur compte salaire, acte salué comme un geste d'espoir et de considération. Le compte a été dégéré. C'est pour ça que nous sommes venus nous remercier pour cet acte. Mais son excellence n'est pas la seule parce qu'il est en train d'être sévère sur les contrôles de présence physique. C'est ça que nous lui avons demandé de faire encore descendre sur le terrain par la commission mixte parce qu'on ne peut pas écarter la fonction publique. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, cette démarche s'inscrit dans un souci de transparence et de justice sociale en vue de clarifier les zones d'ombre laissées par le contrôle physique et biométrique de l'IGF et de garantir un assainissement rigoureux mais équitable du fichier de paye des fonctionnaires du secrétariat général à la Défense nationale. L'RDC va agir au-delà de ses frontières. Le gouvernement congolais va dans les prochains jours secourir ses exilés installés dans la ville portuaire de Kigoma en Tanzanie. Ces réfugiés vont bénéficier d'une assistance alimentaire. Cette grande annonce a été faite aux responsables de différents camps de déplacés des Congolais par la ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba, qui conduit une mission gouvernementale dans ce pays. Chimendondo. En séjour de travail à Kigoma, Tanzanie,
La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, à la tête de la mission humanitaire du gouvernement de la RDC, a eu une séance de travail avec les responsables des camps des déplacés congolais à Kigoma. Comme au Burundi, pays d'Evariste Ndayishimiye, la ministre Eve Bazaïba a indiqué que la délégation va apporter une assistance humanitaire aux compatriotes congolais réfugiés à Kigoma. Au nom du gouvernement, remercier sincèrement le gouvernement de la République unie de la Tanzanie pour l'accueil des réfugiés congolais des années et des années. On reconnaît les meilleurs amis dans les malheurs. La deuxième chose, c'est de venir apporter notre aide humanitaire tant soit peu et que rappeler aussi aux compatriotes que le gouvernement congolais tient à leur retour au pays. C'est pourquoi le gouvernement, à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République et toutes les institutions de la République, nous sommes en train de nous employer pour le retour de la paix et la sécurité afin que chaque Congolais rentre chez soi pour devoir évoluer correctement. Malgré les conditions difficiles que traverse le Congolais sur le site de déplacés en raison de la guerre d'agression du Rwanda, le gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour apporter sa solidarité et son assistance tout en œuvrant pour le retour de la paix. Il faut noter que cette mission vise également à renforcer la coordination avec les autorités tanzaniennes ainsi que avec le partenaire humanitaire dans le contexte de crise régionale nécessitant une mobilisation accrue de l'aide internationale. La route Petro-Congo, au niveau de son entrée à l'abandon total, ces tronçons s'est transformé en véritable chemin de la croix pour les automobilistes. Entre trous béants, boue glissante et poussière suffocante, cette entrée est dans un état de dégradation avancée. Pendant ces temps, l'avenue Kulumba, pourtant voisine, fait l'objet d'une réhabilitation. Le constat a été fait par Sylvie Makumbani et Fiston Mounoma. L'entrée Petro-Congo dans la commune de Massina ressemble aujourd'hui à un parcours d'obstacles. Trop béants, poussière ou boue, selon la saison, ces tronçons pourtant stratégiques est devenu un calvaire pour les usagers. Nous demandons justement aux autorités de bien surveiller les gens qu'ils envoient ici pour bien travailler. Parce qu'ils peuvent envoyer les gens de bien travailler ici, mais en arrivant ici, la route n'est pas encore finie. J'aimerais que les autorités puissent réagir afin que notre route soit en route. Malgré plusieurs descentes médiatiques, rien ne bouge. Les promesses s'enchaînent, mais les résultats tardent. Pourtant, juste à quelques mètres de là, un signe d'espoir. L'avenue Kulumba, axe de désengorgement vers l'aéroport d'Indjili, est en pleine réhabilitation. Mais pour les habitants, l'attente a assez duré. Ils lancent un appel pressant aux autorités. Au regard de ces deux tableaux, la réhabilitation de la route Petro-Congo n'est plus une simple option, mais une urgence pour la mobilité et le développement local. La SNEL intensifie sa bataille contre le délestage à Kinshasa. L'entreprise poursuit l'installation des compteurs après paiement, tandis que ses centres de services se modernisent aussi pour mieux servir les abonnés. Yvette Makunti et Fiston Wavingana ont fait les constats. Modernisation des infrastructures et prépaiement à succès, la SNEL SA confirme sa volonté d'améliorer la desserte et les conditions de travail de ses agents. C'est sur l'avenue Lusambo, à 2 pas de la maison communale de Kintambo, que le centre de vente et services, CVS, a changé de visage. Bâtiment rénové, clôture réaménagée, intérieur modernisé, un cadre repensé pour un meilleur service. À ce jour, si vous entrez à l'intérieur, vous allez trouver, il y a les meubles qui sont là, il y a les spits qui sont là pour la climatisation. Vraiment, nous sommes dans de bonnes conditions pour le moment. Même la clientèle qui vient nous payer, quand il entre à l'intérieur, il se dit que non, maintenant nous sommes dans un bureau.
Mais nous sommes fiers de notre hiérarchie, de cette amélioration qu'ils ont fait pour nous, pour les conditions de travail. La vision managériale du directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, vise à rendre les espaces de travail plus attractifs et fonctionnels. La direction générale, par le canal du professeur docteur ingénieur Teddy Luamba, il a donné cette nouvelle vision d'améliorer les conditions de travail pour permettre aux agents de rendre un service de qualité à notre clientèle. Pendant ces temps, à Kanlouka, dans la commune d'Ingalema, la SNEL SA installe des compteurs après paiement. Résultat, affluence record, file d'attente et une satisfaction généralisée. Pour faire face à l'engouement, la SNEL SA prévoit d'ouvrir davantage des guichets afin de fluidifier l'accès aux tickets de recharge. Entre rénovation et innovation, la SNEL SA prouve qu'un service public performant est possible. Un modèle à étendre sur tous les territoires nationaux. Réhabilitation des infrastructures routières, l'RDC tourne son regard vers l'Éthiopie pour s'inspirer de son modèle. Le ministre congolais des infrastructures en séjour à Addis Abeba pour une mission d'imprégnation. Sur place, John Banzalunda a discuté avec son homologue éthiopien pour un partage d'expérience. Eugénie Dadachabani nous explique. Pour la modernisation des travaux des infrastructures publiques, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère le secteur des infrastructures comme une priorité des priorités du gouvernement, a instruit le ministre John Banzalunda des infrastructures et travaux publics de s'inspirer de l'expérience des pays africains pour réaliser les grands travaux en RDC. C'est dans cette optique que le ministre des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, est allé en mission d'imprégnation du secteur des infrastructures éthiopiens. À Addis Abeba, il a conféré avec le ministre éthiopien de l'eau et de l'énergie, Abitabou Itefa, qui a souligné que la réalisation du barrage de Renaissance a été financée à 100% par le gouvernement. S'en est suivi une visite guidée des différents services du ministère. Par la suite, la délégation congolaise était reçue par le ministre d'État des infrastructures éthiopien qui a souligné que ce secteur est un pilier important de l'économie éthiopienne et un catalyseur de son développement. Il a également souligné que le réseau routier de son pays est passé de 27 000 à 100 000, construit à 100% sur fonds propres du gouvernement. Le ministre congolais des infrastructures, John Banzalunda, et sa suite, qui tenait à connaître la procédure de passation des marchés des entreprises de construction de ces pays hôtes, s'est réjoui de cette expérience. Faisant le point de passation des marchés, le ministre d'État éthiopien a expliqué à son hôte la transformation de son pays et les résultats des investissements des entrepreneurs locaux. Soulagement pour les producteurs et exportateurs agricoles des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui peuvent enfin s'y frotter le main. Le gouvernement vient de supprimer une taxe qui étranglait ces exportateurs. Cette nouvelle mesure est très applaudie par l'association des exportateurs des cacao, café et autres produits agricoles. Diane Balak nous explique. Bonne nouvelle pour les producteurs et exportateurs agricoles de provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouvernement congolais vient de supprimer la taxe des $10 américains jusque-là prélevée par l'Office congolais de contrôle OCC sur les produits agricoles exportés de l'Ituri vers le Nord Kivu. Cette annonce a été faite par les ministres du Commerce extérieur Julien Paluku dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC ratifié par la RDC en juillet dernier. Selon le président national de l'association des exportateurs de cacao, café et autres produits agricoles, ces textes constituaient un frein à la compétitivité des filières agricoles, notamment le cacao et le café. C'est une taxe qui a mis mal à l'aise les entreprises et les sociétés et toute la population et les cultivateurs de ce domaine-là. La décision du ministre du Commerce extérieur vient soulager les entreprises et la population en général dans notre zone Nord Kivu, Ituri, sous l'état de siège. Nous sommes très heureux
et nous jetons le fleur à notre gouvernement. Malgré de nombreuses protestations, cette taxe restait appliquée depuis 2016, affectant lourdement les revenus de petits producteurs et exportateurs. Un cadre de dialogue entre sociétés civiles, opérateurs du secteur et institutions publiques, le futur minéral, ces forums qui se tient à Riyad, en Arabie Saoudite, a réuni toute la planète pour de nouvelles perspectives. Forum international auquel a pris part le ministre des Mines, Louis Watou. À Riyad, en Arabie Saoudite, la République démocratique du Congo marque sa présence à l'un des plus grands rendez-vous mondiaux du secteur minier, le Futur Mineral Forum. C'est un forum qui, au cours de ces dernières années, a pris une très grande importance parce que presque tous les dirigeants dans le secteur minier du monde se retrouvent ici, en Arabie Saoudite. Louis Watou Kabamba, ministre des Mines, prend part aux échanges de haut niveau. Ce que nous faisons ici, c'est un dialogue. C'est un dialogue parce que aujourd'hui, dans la tripartite entre les gouvernements, les opérateurs miniers, la société civile, il est très important que nous parlions le même langage. Il est très important que les dirigeants politiques puissent écouter les autres, et de même pour les autres, écouter les dirigeants politiques, mais qu'ensemble également nous partagions nos expériences respectives. Que ce soit dans l'artisanat minier, que ce soit dans l'attrait des grands investissements, parce que nous avons tous des gisements à développer. Rappelez-vous, nous sommes à une époque où les ressources minérales, et particulièrement les métaux critiques, deviennent un enjeu de souveraineté nationale, un enjeu de sécurité et de défense pour tous les pays. Et donc les pays se retrouvent ensemble maintenant pour voir comment ensemble faire des partenariats pour pouvoir développer ces gisements-là et pouvoir produire les métaux dont nous avons tous besoin pour nos technologies de défense, mais également pour développer les infrastructures nécessaires pour nos économies respectives. À travers la voix de son ministre des Mines, la RDC affirme ainsi son rôle de pays solution prêt à contribuer au développement des technologies, des infrastructures et des économies du monde de demain. Une nouvelle figure à la tête de l'inspection générale de mines. Kabengele Raphaël, le nouvel inspecteur général, est déjà aux affaires. Il a pris le bâton des commandements cet avant-midi au terme d'une cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur. C'est un reportage de Rigen Shindano rendu par Richard Kalala. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à l'inspection générale de mines à l'occasion de la cérémonie solennelle de remise-reprise. Kabengele Mehdi Raphaël, nommé sur ordonnance présidentielle, le nouvel inspecteur général de cette institution publique prend officiellement ses fonctions dans un esprit de continuité, de responsabilité et d'engagement républicain. L'inspecteur entrant succède à Didier Kakou, qui a pu poser les bases de cette jeune institution appelée à jouer un rôle décisif dans la gouvernance minière. Le nouveau responsable prend l'engagement d'inscrire cette entité publique dans une dynamique de transparence, de renforcement de contrôle pour améliorer les recettes de l'État. Créé en 2023 dans l'objectif d'améliorer le recette la fraude et la contrebande minière et assure la traçabilité des minerais, de l'extraction à l'exportation. Transport maritime en RDC, l'OGFREM sert de nouveau la vis. L'enregistrement des chargeurs transitaires et autres opérateurs devient désormais obligatoire. Les frais d'enregistrement est fixé à $50 pour une durée d'une année. Seules les missions diplomatiques sont exemptées. Les contrôles systématiques démarrent déjà le 15 février prochain. Les comptes à rebours est lancé dans un mois, soit à partir du 15 février 2026. Tous les chargeurs, transitaires et acteurs du transport maritime exerçant en RDC et utilisant le mode maritime comme voie d'acheminement de leurs marchandises devront se conformer au contrôle systématique de l'Office de gestion du fret multimodal. Dans un avis officiel du 7 janvier 2016, le directeur général de l'OGFREM, William Kazumba Mayumbo, informe que l'enregistrement à l'office leur donne les droits de bénéficier de tous les services
que ces derniers mis à leur disposition. Ces chargeurs sont obligés de se mettre en ordre pour l'exercice 2026 et que la souscription à cet abonnement annuel s'est fait uniquement au bureau des LGFREM en RDC et autres représentations à l'étranger. La validité à cet abonnement est d'une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice en cours. L'Office rappelle que les frais relatifs sont fixés à l'équivalent franc congolais de $50 par année. Toutes les missions diplomatiques installées en RDC sont exemptées du paiement de ces montants tout en soumettant aux procédures prévues pour l'identification du propriétaire de la cargaison. Le numéro de la carte d'abonnement est désormais exigeable et est obligatoire lors de la souscription des fiches électroniques. Cette nouvelle disposition, en vigueur depuis octobre 2025, est donc opposable à tous. Et puis ces communiqués de la FEC avant de nous séparer. La Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo, organe représentatif des opérateurs économiques du secteur minier, prend acte et exprime son plein soutien à la décision du gouvernement de mines visant à assainir, réguler et restructurer la filière de l'exploitation artisanale du cuivre et du cobalt. La Chambre de mines tient à rappeler que l'exploitation artisanale, lorsqu'elle est exercée dans le strict respect du cadre légal et réglementaire, constitue un levier important de l'économie nationale, contribuant à la création d'emplois et à la création d'emplois, à la cohésion sociale et aux moyens des subsistances de nombreuses communautés locales. Toutefois, l'ampleur des dérives constatées, notamment la fraude, l'absence de traçabilité et l'intervention d'entités non autorisées dans le traitement et la commercialisation de minerais, appellent aujourd'hui de mesures correctives structurantes, pleinement alignées sur la législation minière en vigueur et les engagements nationaux en matière de bonne gouvernance et de transparence. La Chambre de mines demeure pleinement mobilisée pour accompagner les autorités publiques dans la mise en œuvre de ces mesures et œuvrer à la consolidation d'une industrie minière congolaise responsable, transparente, compétitive et durable au bénéfice de la nation. Communiqué signé la Fédération des entreprises du Congo, Chambre de mines Kinshasa. Et voilà, c'est fini pour cette grande édition de ces journaux. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Cédric Kenina, réalisé par Simon Kankolongo et André Njeka. La partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo ainsi que Chico Bipendou. Diane Balaka concouru à sa rédaction. Le tout sous la direction de Jacques Kabouaba, Moukoumina Sedouga et Guy Matundulu Sala. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h avec Gaëtan Magalano. Au revoir.